Les troubles de l'humeur. Définition et historique des concepts. On désigne sous le terme de dépression un état de tristesse pathologique. La souffrance excessive, par son intensité et sa durée, tout comme sa relation, peu claire ou exagérée, avec les événements de la vie, marque la différence avec les réactions de tristesse normales. S'y ajoute un état particulier de distance avec le monde, comportant une perte de l'affectivité habituelle et un ralentissement psychomoteur handicapant. À cet aspect affectif et instinctif, qui est le centre même du trouble, s'ajoutent des idées pénibles qui peuvent adopter un caractère délirant et qui se rapportent, en Occident, à la valeur du sujet et à ses responsabilités. La plus importante de ces préoccupations est la culpabilité. On désigne sous le terme de manie un état de joie pathologique, euphorique, optimiste, éprouvant un délicieux sentiment de bien-être. Le sujet maniaque, hyperactif, s'engage dans de nombreuses activités et se laisse aller à divers débordements instinctifs. La dépression fut décrite par la médecine grecque sous le nom de mélancolie. En effet, dans les livres hippocratiques, la tristesse pathologique était rattachée à un excès de bile noire, d'où l'humeur mélancolique ou atrabilaire. La manie désignait de façon générale les états d'agitation plus ou moins accentués. Plusieurs auteurs avaient constaté que la manie et la mélancolie pouvaient alterner chez un même individu. Cette pathologie, pressentie dès l'Antiquité par Arrêté de Cappadoce et Alexandre de Tralles, fut décrite simultanément en 1854 par deux psychiatres français. Balarguer, sous le terme de folie à double forme, et Jean-Pierre Falleret, sous celui de folie circulaire. Par la suite, en 1899, le psychiatre allemand Émile Kraepelin individualisa la folie maniaco-dépressive, ensemble clinique cohérent qui regroupait la plupart des mélancolies à l'exception des mélancolies d'involution liées à l'âge. Dans le même mouvement, il décrivait l'état mixte maniaco-dépressif qui associait dans un seul accès des symptômes venant des deux dérèglements. Cette conception large et unifiante allait de pair avec l'idée d'une origine endogène et constitutionnelle des troubles, se situant par conséquent en dehors du contexte psychologique et des événements de l'existence. En 1907, Denis et Camus donnèrent le nom de psychose maniaco-dépressive à cet ensemble pathologique qui semblait homogène. Désormais, une distinction très nette pouvait s'établir entre les psychoses affectives, caractérisées par leur évolution épisodique et réversible, et les psychoses schizophréniques, dominées par le délire, la chronicité et l'appauvrissement. Dans le décours du XIXe siècle, marqué par la mise en place des grandes fonctions psychiques et la découverte des instincts, il fallait rattacher ces affections à la perturbation d'un élément central. Ce fut le rôle de l'humeur. Cette fonction rassemblait les éléments émotionnels et instinctifs supposés aboutir aux éprouvés respectifs de la tristesse ou de la joie ressentie par le patient. Cette humeur, fonction neurophysiologique, pouvait se dérégler comme la température centrale. S'y alliaient de façon subtile le dynamisme et l'élan vital de l'individu, lesquels se situaient en dehors des domaines de l'intelligence et de la volonté. L'humeur, fonction idéalisée mais déjà très biologique, se mobilisait de façon indépendante des événements historiques et de leur représentation. De la sorte, le domaine de l'humeur se distinguait de celui des sentiments, amour, haine, passion, qui se réfèrent à des personnes, à des relations, à des événements. Le terme de thymie, synonyme d'humeur, fut également utilisé. Il permettait de mettre en place d'autres notions, tempérament cyclothymique, hypothymique ou hyperthymique, désignant des personnalités, dysthymie ou dépression chronique, catathymie ou variation brusque de l'humeur. Dès la première moitié du XXe siècle,
le concept d'humeur a été discuté. Freud, dès 1917, dans Deuil et mélancolie, compare l'état mélancolique à la situation du deuil, c'est-à-dire à la disparition d'une personne aimée. On y retrouve le même repli, le même anéantissement, la même tristesse. Toutefois, dans le deuil, la perte de l'objet est évidente, tandis que lors de la mélancolie, cette perte est inapparente, l'objet perdu ayant été soustrait à la conscience. Pour la personne en deuil, le monde est pauvre et vide. Pour le mélancolique, c'est le moi du patient qui est pauvre et vide. Freud s'interroge sur l'agressivité du sujet envers lui-même et suppose ici un conflit intrapsychique avec un clivage, Spaltung, entre une instance critique et le reste du moi. Sa théorie est alors la suivante. L'agressivité s'adresse à l'objet perdu, mais comme elle ne peut plus s'exprimer, elle se retourne contre le sujet. Autrement dit, une partie du moi est identifiée à l'objet perdu. S'il en est ainsi, c'est que l'investissement envers l'objet était peu solide, qu'il était narcissique et ambivalent. Freud conçoit la manie comme une défense contre la mélancolie avec une recherche effrénée d'un nouvel objet. Les phénoménologistes insistèrent sur l'aspect anhistorique des troubles de l'humeur et de la mélancolie en particulier. Si l'individu triste reste en prise avec son malheur, de façon obsédante et pragmatique, le sujet mélancolique se trouve plongé dans un état de souffrance qui le jette hors de sa tradition et de sa personnalité. Il existe une perturbation de ce que Max Scheler appelle la Stimmung, rapport affectif avec le monde. Pour Binswanger, puis pour Tellenbach, la mélancolie s'accompagne d'une perte du sentiment de la situation et plus précisément d'une altération des liens qui le relient au monde. Les réalités extérieures sont dévitalisées, plates et sans relief, sans relation entre elles. Cette fracture est particulièrement douloureuse chez certains sujets qui vivent dans la régularité, le devoir et l'interaction sociale. Tellenbach dénomme typus melancholicus ces sujets prédisposés. Certains bouleversements de l'existence, déménagement, promotion, rupture familiale, sont particulièrement mal supportés. Le ralentissement qui s'amorce dès les premiers symptômes dépressifs est très douloureux, amenant une vive culpabilité. Cependant, au cours des années 50, la psychiatrie se rapprocha de la biologie. Le professeur Jean Delay adopta une position moniste, intégrant les aspects médicaux et psychologiques de la psychiatrie. Il donna une définition précise de l'humeur comme disposition affective de base qui donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable, oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur. C'était l'époque où les neurophysiologistes découvraient l'importance des régions archaïques cérébrales, l'hypothalamus et le système limbique, cerveau ancien qui étaient considérés comme responsables des comportements instinctifs. Jean Delay mettait l'accent sur le rôle de ces structures quant au dérèglement de l'humeur. C'est dans cette mouvance que fut découverte l'action thérapeutique de la chlorpromazine chez les patients schizophrènes. La découverte de l'action de l'imipramine ou tofranil, premier antidépresseur tricyclique, par R. Kuhn en 1957, se situait dans le même élan. La même année, N.S. Klein mit en évidence l'action antidépressive de l'iproniazide, produit IMAO, inhibiteur de la monoaminoxydase, donc IMAO, IMAO, inhibiteur de la monoaminoxydase, point. Donc je répète cette dernière phrase. La même année, Klein mit en évidence l'action antidépressive de l'iproniazide, produit IMAO, inhibiteur de la monoaminoxydase. Très vite, il fut établi que l'action de ces psychotropes était liée à une amélioration de la neurotransmission cérébrale concernant les systèmes noradrénergiques, dopaminergiques et sérotoninergiques, d'où il s'ensuivit que la dépression pouvait être liée à une défaillance de ces réseaux de neurones.
Par la suite, d'autres systèmes biologiques furent incriminés, impliquant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et les transferts membranaires du calcium et du potassium. Dans les années 70, la mise en œuvre de la thérapeutique de la psychose maniaco-dépressive par les sels de lithium, découverte par Chou en 1954, confirma la nature biologique de cette affection. L'approche biologique des troubles de l'humeur était donc lancée. Elle allait s'affiner d'une décennie à l'autre. Cependant, cette approche cellulaire ou moléculaire, qui s'alliait bientôt avec des recherches génétiques, n'empêchait pas les conceptions psychologiques situées à un autre niveau. Dans les années 50, une distinction s'établit entre les états dépressifs névrotiques, dont l'origine supposée était psychologique, réactionnelle à des événements lointains ou récents, liés à la personnalité, et les dépressions endogènes d'origine biologique, éventuellement génétique. Les conceptions et les thérapeutiques étaient différentes, et cette division entre deux cadres permettait à chaque parti, celui des psychanalystes et celui des psychiatres biologistes, de trouver sa position. Cependant, il apparut peu à peu que les mêmes malades pouvaient être considérés d'une façon, puis de l'autre, selon les spécialistes qu'ils consultaient. Ils pouvaient également passer d'un statut à l'autre au cours de leur évolution, en fonction des événements et du dévoilement progressif de leurs difficultés et de leur psychologie. Il arrivait bien souvent, en effet, qu'un patient tenu pour un déprimé endogène exprime au bout d'un certain temps un échec personnel, un secret de famille, une infidélité conjugale soigneusement cachée et pourtant très douloureux. C'est d'ailleurs ce que démontrèrent Peikel dans les années 70, puis Brown et Harris dans les années 80. L'opposition entre la dépression névrotique et la dépression endogène fut donc remise en question, et les classifications qui apparurent dans les années 80 ne retinrent qu'un état dépressif majeur, sans préjuger de ses causes et de sa nature. La question du positionnement exact du processus dépressif reste en suspens. Il n'est plus question à présent de structure cérébrale ou de traumatisme originaire. En revanche, la définition clinique est essentielle. Dans le DSM-4, qui se prétend athéorique, le diagnostic d'état dépressif majeur nécessite 5 critères parmi une liste de 9. L'un des deux premiers critères est indispensable. Le premier critère est humeur dépressive, présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, signalée par le sujet, par exemple se sent triste ou vide, ou observée par les autres, par exemple pleure. Le deuxième critère est diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités pratiquement toute la journée, presque tous les jours, signalée par le sujet ou observée par les autres. Il est facile de voir que le premier critère est de nature psychologique et satisfait les tenants de la dépression névrotique, et que le second critère sied fort bien à la psychiatrie biologique. Accouplé à d'autres critères comme l'insomnie, la perte de poids, le ralentissement psychomoteur et la fatigue, ce deuxième critère permet de définir un état dépressif sans tristesse et sans représentation mentale spécifique. En définitive, la motion nègre-blanc que réalisaient les DSM-3 et DSM-4 pour sortir du duel psychologie-biologie aboutit à une dangereuse dilution du concept, qui s'échappe de la psychiatrie et prête aux pires dérives quant à l'inflation des thérapeutiques antidépressives. Il suffit en définitive de sortir d'une forte grippe ou d'une hépatite pour présenter les critères d'un état dépressif majeur. Certains ont donc pu voir dans le DSM-4 le triomphe de la psychiatrie biologique et du mercantilisme. Heureusement, les autres critères, et il en subsiste encore, n'oublient pas la psychologie. Outre la tristesse, on y trouve les sentiments de culpabilité et de dévalorisation, les pensées de mort et les idées suicidaires, qui impliquent cette fois-ci un contenu mental et des représentations. Ces quelques vestiges de l'ancienne psychopathologie de la dépression ouvrent la porte à un domaine plus riche, celui du cognitivisme, qui nous permet de réaliser une rassurante synthèse et se propose comme le rouage indispensable entre la biologie et la psychologie.
L'approche cognitive, en effet, réintroduit la conscience et les représentations, selon le modèle d'une codification de l'information. De la sorte, les patterns comportementaux et les ressentis émotionnels sont aussitôt accouplés à des représentations, à des croyances, à des repérages culturels et personnels qui leur confèrent une signification. La trame de base de ces circuits neuronaux s'appuie à l'évidence sur une neurotransmission biologique, dont les anomalies peuvent être dosées ou visualisées en imagerie cérébrale. Mais l'information qui parcourt les mêmes réseaux joue elle aussi un rôle majeur. Si nous parlons de signification, celles-ci proviennent de l'histoire personnelle du patient, en particulier des événements qu'il a traversés, mais aussi de l'indexation culturelle qui s'attache à certains événements en fonction des interdits religieux et de la hiérarchie sociale. Par exemple, le vaste concept de culpabilité peut s'attacher à une transgression sexuelle sévèrement jugée par les lois religieuses, ou une attitude irresponsable vis-à-vis d'un membre de la famille, à un échec lors d'un examen. Un raisonnement parallèle peut être tenu pour l'optimisme, qui s'appuie sur des projets, des souvenirs et des formulations variables. Les psychiatres cognitivistes insistent sur l'importance des pensées automatiques et des croyances dysfonctionnelles qui sous-tendent l'état dépressif. Les pensées automatiques, contemporaines, traduisent les obsessions actuelles du patient. Les croyances sont caractéristiques de la personnalité du sujet. Le lien est donc fait, comme l'avaient pressenti Tellenbach et les psychanalystes, avec un arrière-plan psychologique qui fait le lit de la décompensation. Pour Aaron Temkin-Beck, il existe chez le sujet dépressif des schémas cognitifs dysfonctionnels, construits dans l'enfance, qui vont s'adapter à certaines situations de l'existence. Dans une circonstance donnée, ces schémas vont générer des attitudes négatives concernant le sujet, le monde, l'avenir. Le déprimé interprète les éléments extérieurs dans un sens défavorable qui génère une atmosphère pénible, douloureuse. D'une façon générale, le désarroi provient d'une inadéquation fondamentale entre ce qui était prévu et ce qui est ressenti ou interprété. La conception de Beck, cognitive, est proche de celle des comportementalistes qui voient la dépression comme une perte de la réciprocité homme-milieu avec réduction des renforcements. Il existe une déception des attentes, un désespoir appris du fait d'une non-réponse de l'environnement. Pour Teasdale, qui propose un modèle de vulnérabilité, il existe, à la période initiale de la dépression, une activation différentielle, liée à certains stimuli spécifiques qui évoquent une période douloureuse du passé. C'est là une situation d'éternel retour qui ramène des circonstances pénibles. Dès ce moment, le sujet sélectionne et interprète les stimuli. Il existe un biais négatif concernant les événements, les personnes et les attentes sur le dénouement des événements. Des circonstances comme un deuil, une agression, une faillite, un licenciement peuvent conditionner de telles vulnérabilités. A l'inverse, des circonstances favorables pourraient initier un accès maniaque. En définitive, au cours de la période récente, la dépression a été abordée sous l'angle de l'affectivité, des instincts et de la biologie, de l'histoire sociale, des représentations et des croyances. Ces points de vue correspondent à diverses traditions, à diverses époques, à différents moyens d'exploration complémentaires aussi. Mais il faut assurer à présent une synthèse. En langage vulgaire et dans la clinique classique, l'état dépressif réalise une souffrance morale qui s'apparente à la tristesse, avec une thématique de mort, d'échec, d'achèvement d'une période. Il s'agit d'une perte, d'une rupture, d'un décalage, que le sujet se développe dans une dynamique de réalisation personnelle autonome et responsable, ou qu'il se situe dans une position de demande excessive vis-à-vis des autres. C'est là le trouble de l'humeur centrale, sensation pénible, émotionnelle, qui est accolée à une thématique, plus ou moins facile à exprimer, sur un mode idéique ou verbal. Cette symptomatologie affective et cognitive est forcément en relation avec un arrière-plan culturel et personnel. En parallèle, la dépression comporte un ralentissement moteur, intellectuel et instinctif, auquel correspondent des perturbations biologiques, un dérèglement hormonal, des troubles du sommeil.
Elle apparaît ainsi comme un syndrome impliquant de multiples dérèglements. De même, la thérapeutique sera forcément plurielle, comportant un versant biologique et un versant psychologique. Clinique de la mélancolie et de la dépression. Syndrome mélancolique. Le début d'un syndrome mélancolique est souvent rapide, en quelques jours, en particulier chez les sujets maniaco-dépressifs. Parfois, le déclenchement se situe au milieu d'un accès maniaque. C'est le virage de l'humeur. Le début est volontiers insidieux, inapparent, le mélancolique cachant longtemps ses sentiments à ses proches pour ne pas les peiner ou les soucier. Lorsque la mélancolie est constituée, l'aspect du patient est impressionnant. Désespéré, anéanti, inerte, immobile, prostré, il donne l'impression de souffrir, le front plissé, les sourcils froncés, les yeux pleins de larmes. Très ralenti, il se néglige, ne prend plus soin de lui-même. Il répond lentement aux questions, méprise les thérapeutiques et l'aide de ses proches. Tout lui paraît dérisoire. La douleur morale, intense, est au premier plan. Le mélancolique est profondément triste, désespéré. Il est obsédé par des circonstances dramatiques qui le concernent ainsi que ses proches ou qui concernent le monde extérieur. Il pense à la mort, aux échecs du passé, aux catastrophes qui peuvent survenir dans l'avenir. À cette douleur intense s'associe une indifférence aux circonstances habituelles de la vie. Le sujet se sent seul, isolé, au milieu d'un monde qui a perdu tout relief, toute tonalité affective, toute chaleur, toute couleur. Les objets paraissent inutiles, les visages vides, les événements insignifiants. Les actes se déroulent hors du temps, dans une ambiance monotone, indifférenciée, anhistorique. Le seul événement qui survient dans ce néant est la mort, souvent dans des circonstances atroces, qui peuvent menacer ses proches et auxquelles il compte échapper par le suicide. L'idée de cette fin hâtée domine la plupart des mélancolies, bien qu'elle soit le plus souvent dissimulée. La douleur morale, intense et indescriptible, imprègne le sujet en permanence. Elle est souvent plus intense le matin. Les idées du mélancolique accentuent encore cette souffrance. Le sujet se sent profondément dévalorisé. Il n'est plus ce qu'il était. Il se sent indigne, incapable, idiot, mis en échec. Toute son existence lui semble vaine, sans intérêt, sans résultat, sans création. Ses réalisations professionnelles, son entreprise, ses diplômes, sa vie de famille, ses amitiés et ses amours lui paraissent dérisoires, trompeurs, stupides et truqués. Cette autodépréciation va de pair avec un jugement sévère ressenti de la part de l'entourage et de la société. De la sorte, il ne sera pas étonné de se voir ruiné, accusé, condamné. Tout cela est affirmé par une obstination rigoureuse et qui se croit objective, réalisme morbide qui est particulièrement difficile à contredire. Le mélancolique se sent coupable. Il s'attribue la responsabilité de tous les événements qui surviennent dans son entourage, voire dans le monde, et croit quelquefois, de façon délirante, qu'il est lui-même le criminel ou le terroriste dont les journalistes parlent à la télévision. C'est là le processus de personnalisation. Les fautes relatées sont souvent lointaines et minimes. Tel directeur d'entreprise volait de l'argent dans le porte-monnaie de sa mère, alla voir autrefois une prostituée, oublia de rembourser un ami d'une somme minime empruntée. Elles ont souvent un caractère professionnel. Le conducteur de train pense avoir tué les suicidaires qui se sont jetés sous sa motrice. L'homme d'affaires craint d'avoir ruiné son entreprise. Elles prennent volontiers un caractère d'omission. Le sujet était en voyage quand l'un de ses proches fut malade ou mourant. On oublia de vérifier telle codicille d'une succession, tel système de sécurité. Elles correspondent à un cas de conscience douloureux. Hésitation d'un juge, d'un médecin devant une situation complexe, dilemme douloureux en cas de double vie, de séparation, de divorce. Ces idées deviennent parfois manifestement délirantes. Il s'agit d'un délire congruent à l'humeur quand il conserve son caractère punitif. Le sujet pense par exemple qu'il a contaminé le monde entier par ses fautes et ses vices, qu'il est recherché par la police, qu'il va être jugé et condamné, que l'on dresse un échafaud dans la cour,
que les médecins de l'hôpital sont des gardiens de prison déguisés. Dans d'autres cas, les idées délirantes ne sont pas congruentes à l'humeur. Le sujet se croit persécuté, impliqué dans un complot, surveillé par des espions, poursuivi par les agents du fisc. En culture africaine, le patient se croit volontiers habité par un esprit, possédé par un démon. Le mélancolique a des idées hypocondriaques. Il se croit atteint d'une maladie grave, le cancer, la tuberculose, le sida, la maladie d'Alzheimer. La maladie physique explique sa faiblesse. Elle se présente comme une juste punition de ses fautes passées. Elle annonce la mort. Ces idées obsédantes, parfois compréhensibles chez le sujet âgé, correspondant alors à des soucis réels, sont dans d'autres cas délirantes. Donc ces idées obsédantes, parfois compréhensibles chez le sujet âgé, correspondent alors à des soucis réels, sont dans d'autres cas délirantes. Dans certains cas, le sujet se croit déjà mort, damné, en enfer, son corps et ses organes étant décomposés. C'est le syndrome de Cotard avec négation d'organes. D'une façon générale, quelle que soit la maladie invoquée, le patient se considère comme incurable. Le ralentissement psychomoteur, perte du dynamisme et de l'élan vital, deuxième syndrome majeur de la mélancolie, complète et accentue la douleur morale. Le sujet se sent incapable d'accomplir la moindre action. Tout lui paraît difficile, lent, compliqué, depuis les simples gestes de la toilette jusqu'aux tâches domestiques et aux missions professionnelles. Longtemps caché aux proches et aux collaborateurs, cette incapacité à agir se révèle parfois brutalement par une démission, le renoncement inattendu à des vacances, à une réunion familiale. Le sujet, incurique, se néglige, laisse le désordre s'installer autour de lui, ne répond plus aux lettres et aux coups de téléphone, ne se nourrit plus. Débordé, submergé, dépassé, il laisse tout aller. Ses gestes et ses mimiques sont lents et pauvres, son expression monotone, sa parole ralentie, ses réponses retardées, et tout cela est douloureusement ressenti. Le patient éprouve des difficultés de concentration. Sa pensée lui semble laborieuse, les images mentales sont ternes, décolorées. Les idées sont pauvres ou absentes, monodéisme, anidéisme, centrées par les soucis fondamentaux. La mémoire semble altérée. Cependant, s'il existe des troubles de la mémoire explicite et de l'attention, la mémoire implicite reste normale. Parallèlement, le domaine affectif s'appauvrit, la vie instinctuelle est altérée, avec réduction de l'appétit et du désir sexuel. Le sujet ne ressent plus les plaisirs et perd tout intérêt pour les activités qui lui étaient agréables. Cette anédonie est pénible pour le patient, d'autant plus qu'elle touche les liens familiaux. Voici qu'en présence de ses proches, enfants ou petits-enfants, il n'éprouve plus d'émotions affectives, ni amour, ni humour, ni colère, ni peur. Cet étrange détachement le culpabilise. On parle alors d'anesthésie affective ou à un moindre degré d'émoussement affectif, quand les sentiments, monotones, ne rentrent plus en résonance avec les sollicitations de l'ambiance. Lors de l'évolution favorable, le retour des soucis et des pleurs, la sensibilité aux événements, à la météorologie et aux saisons, la modulation émotionnelle, signeront l'amélioration. La mélancolie s'accompagne de troubles somatiques. L'insomnie est très fréquente. Le sommeil est insuffisant ou inefficace. Le plus souvent, il existe un réveil matinal précoce avec avance anormale du sommeil paradoxal. On peut observer aussi une insomnie d'endormissement et il existe des formes inverses avec hypersomnie. Le sujet est anorexique, maigri, souffre de constipation, de nausées et de gastralgie. Mais on décrit des formes inverses avec boulimie et perte de poids. Les algies sont fréquentes avec céphalée, névralgie, précordialgie, rachialgie, douleurs dentaires et autres réveils de douleurs anciennes. On décrit aussi des paresthésies, des acathysies, des crampes. Enfin, il existe une anesthésie intense avec hypotension et ralentissement du rythme cardiaque. L'ensemble de cette symptomatologie frappe par son indépendance par rapport aux événements de la vie. En revanche, les symptômes peuvent varier en intensité au cours de la journée. Le plus souvent,
l'inhibition psychomotrice et la douleur morale sont plus accentuées dans la matinée, le patient se trouvant soulagé en fin d'après-midi. Le comportement général du mélancolique accompagne ces fluctuations. Terrassé par son impuissance pendant la première partie de la journée, il semble s'éveiller pour le dîner. Sa vie reprend espoir. Sa famille reprend espoir. Cependant, le risque suicidaire est suspendu au-dessus de cette destinée comme une épée de Damoclès, et il ne faut pas compter sur l'asthénie du patient pour s'en prémunir. Le suicide du mélancolique est souvent soigneusement organisé, prémédité, prêt à s'exécuter à la première occasion favorable. Aube solitaire, week-end éloignant la famille, été qui déserte les villes. Dès que la décision est prise, à l'insu des proches qui se croient rassurés, le patient se sent délivré et vit ses dernières heures dans l'euphorie. La réalisation suicidaire est variable. L'usage des médicaments est le plus fréquent. Le recours à la pendaison et à l'arme à feu reste important. Les défenestrations sont rares. Les motivations suicidaires sont diverses. Le plus souvent, le suicide est escapiste. Le sujet veut échapper à la douleur qui l'étreint, à une catastrophe épouvantable que son délire lui fait supposer et qui menace également sa famille. Dans cette perspective, le suicide peut être collectif, le sujet faisant mourir ses proches avant lui. Le suicide s'accomplit aussi par culpabilité. Écrasé par ses fautes, se sentant un poids pour les autres, inutile, n'ayant aucune perspective, le mélancolique se fait justice. Enfin, chez le veuf, chez ceux qui ont perdu l'un de leurs proches, le suicide est fusionnel, pour rejoindre dans l'au-delà ceux qui ont disparu. Il est essentiel, on le dit souvent, d'amener le mélancolique à exprimer ses projets suicidaires. Mais il ne faut pas se fier à la rhétorique qui dès lors se met en route. Utile chez le déprimé ordinaire, la psychothérapie antisuicidaire est illusoire chez le mélancolique. Celui-ci rassure son interlocuteur pour ne pas lui faire de peine, mais reste les yeux fixés sur son projet. Il faut à tout prix hospitaliser le patient mélancolique. L'évolution naturelle d'un état mélancolique se fait vers une persistance des troubles pendant 6 à 8 mois. Le risque suicidaire reste majeur tout au long de cette évolution, y compris vers la fin de l'épisode, quand l'inhibition est moins importante. L'évolution positive peut avoir lieu en quelques jours, parfois au cours d'un virage maniaque. Au cours de l'évolution globale de la maladie maniaco-dépressive ou troubles dépressifs récurrents, les accès mélancoliques paraissent en moyenne plus longs et plus résistants. Sous traitement, par les antidépresseurs ou les électrochocs, l'évolution est plus rapidement favorable dans la majorité des cas. Dépression moyenne et dépression légère. Épisode dépressif majeur, troubles dépressifs mineurs. Tous les états dépressifs, fort heureusement, ne sont pas mélancoliques. On observe des formes moyennes et légères qui ne comportent pas une telle gravité des troubles et surtout une telle symptomatologie délirante. Les thèmes dépressifs exprimés par le patient sont cette fois-ci beaucoup plus proches de la réalité. C'est leur accentuation, leur caractère obsédant et anormalement prolongé par rapport à la normale qui les rendent pathologiques. Le patient, d'ailleurs, n'est pas forcément conscient de l'appartenance de ses pensées au syndrome dépressif, et il va mettre en avant le ralentissement psychomoteur et l'anédonie qui le font souffrir et entravent ses activités. La thématique dépressive correspond cependant de façon atténuée à celle de la mélancolie. Le sujet se sent dévalorisé, incapable, diminué. Il éprouve des sentiments de culpabilité, des remords, des regrets. Sans être aussi nettement suicidaire que le mélancolique, il peut y penser de façon intermittente, ou alors il pense à la mort, à la maladie, à la fin de son existence. Il ressent douloureusement la période présente, regrette le passé, se sent nostalgique, méprisé, frustré. Le négativisme du sujet dépasse sa simple personne. Il juge de façon sévère son entourage et le monde extérieur. Il est volontiers agressif, hargneux, désabusé. Sa psychologie demeure inscrite dans les événements de l'existence, lesquels sont interprétés dans le sens de son pessimisme. Tel fonctionnaire, aigri, interprète les propos de ses supérieurs dans le sens de son incapacité.
Telle femme de 50 ans, dont le mari, homme d'affaires, est certes fort occupé, imagine son peu de présence auprès d'elle comme une carence d'amour et même une infidélité. Telle jeune fille, délaissée par un amoureux, généralise cet abandon, se déclare laide et stupide. La cristallisation d'un état dépressif sur les événements de la vie ne rend pas son abord plus facile et plus simple. Les comportements actuels du sujet, malencontreux, finissent par retentir sur les événements eux-mêmes. La jeune fille se néglige, le fonctionnaire se trouve en arrêt de travail, l'épouse acariâtre décourage l'affairiste surmené. Des brouilles familiales éclatent et laissent des traces. De vieux démons reviennent à la surface, des obsessions d'enfance, des malédictions d'autrefois hantent le champ psychologique. Les argumentations qui se mettent en place ne sont pas gratuites. Elles renvoient à des conceptions antérieures qui accentuent le pessimisme. Chacun, ici, se réfère à son système de valeurs, à ses rêves, à ses projets. Dans certains cas, la thématique est celle de la perte, de l'abandon, du deuil. Elle touche des sujets dépendants, qui vivent selon les principes d'un univers stable et confortable. Dans d'autres cas, la perspective est celle de l'autonomie et de la création. Le sujet s'appuie sur son travail pour se sentir plus fort, plus sûr de lui, responsable de ses proches. Certains sujets, parvenus à la cinquantaine, remettent en question les valeurs sur lesquelles ils se sont jusqu'ici appuyés et qui ont pu être réellement éprouvées. Ces développements relationnels et psychologiques permettent de comprendre que la dépression majeure ne se déroule pas forcément selon une évolution simple. Des rechutes, des chronicisations sont possibles. La durée habituelle d'un épisode dépressif se trouve située entre 4 et 8 mois. 20% des états dépressifs ont une évolution chronique et les taux de rechute sont importants. 50% durant les 2 ans qui suivent une première dépression et de 50 à 85% au cours de la vie entière. Les états dépressifs mineurs sont paucisymptomatiques. À l'humeur dépressive, à l'anédonie, ne se surajoutent que quelques symptômes qui ne sont pas forcément de nature psychologique. Asthénie, anorexie, ralentissement psychomoteur, difficulté de concentration. Évolution récurrente, saisonnière et chronique. Un grand nombre d'états dépressifs ont tendance à récidiver selon des fréquences et des modalités variables. Pour plusieurs études évolutives récentes, le taux de rechute est de 50% dans les 2 premières années et 86% au bout de 25 ans. Certains facteurs, les troubles anxieux, la personnalité histrionique, une mauvaise adaptation sociale, la présence d'un conjoint malade, constituent des facteurs de rechute. D'autres formes sont au contraire caractérisées par leur pureté pathologique et par l'absence de causes psychologiques flagrantes. Ces récidives, d'allure biologique, ont justifié la description, dans les années 50, d'une affection autonome, la dépression unipolaire, séparée de la psychose maniaco-dépressive. Plusieurs éléments sont venus confirmer cette distinction. Des antécédents familiaux plus importants dans la psychose maniaco-dépressive, un risque plus important chez la femme dans la dépression unipolaire, des virages maniaques sous antidépresseurs moins fréquents chez les unipolaires, moins de personnalité pathologique dans la psychose maniaco-dépressive, une durée de sommeil plus courte dans la dépression unipolaire. Cependant, toute dépression qui rechute au cours de l'existence d'un sujet ne signe pas forcément la présence d'une entité pathologique constituée. Des événements traumatisants ont pu, à des périodes différentes, générer des états dépressifs indépendants. Les dépressions récidivantes constituent sans doute un groupe hétérogène et, prudemment, le DSM-4 laisse de côté l'appellation de troubles unipolaires pour parler simplement de troubles dépressifs récurrents. Certains états dépressifs surviennent régulièrement aux mêmes saisons. On décrit des dépressions d'automne ou d'hiver, disparaissant au printemps, et, plus rarement, des dépressions estivales. Le diagnostic de dépression saisonnière n'est possible que si les épisodes saisonniers sont plus nombreux que les épisodes non saisonniers et qu'ils sont indépendants d'événements psychosociaux comme le chômage, la rentrée des classes, la reprise du travail après les vacances.
Les états dépressifs saisonniers divers se caractérisent par un ralentissement psychomoteur important, une hypersomnie, une hyperphagie avec recherche des hydrates de carbone. Ils sont plus fréquents chez la femme. Ils semblent liés à un retard de phase de sécrétion de la mélatonine au cours de l'hiver. Les patients qui souffrent de ces états dépressifs pourraient présenter une période de l'horloge interne anormalement longue. L'hiver, le moindre éclairage, ne recalerait plus le rythme circadien de façon efficace. Le traitement par la lumière est recommandé en cas de trouble dépressif hivernal. La dépression est habituellement conçue comme un état pathologique transitoire qui finit toujours par guérir. Cela n'est pas toujours vrai et on décrit des états dépressifs chroniques qui, par définition, outrepassent une durée de 2 ans. La symptomatologie de la dépression chronique est dégradée par rapport aux troubles initiaux. Les idées dépressives sont atténuées, les circonstances déclenchantes en partie oubliées. Mais l'existence est désertée, les relations sociales appauvries, le sujet ayant perdu tout espoir et tout ressort. Cette régression est loin d'être tranquille ou complaisante. Le sujet demeure angoissé, agité, enclin à des périodes de désarroi plus aiguës qui peuvent l'amener à des comportements suicidaires. La dépression chronique semble favorisée par les stress sociaux, l'âge avancé, la solitude et l'insuffisance des revenus. Arrière-plan dépressif. L'état dépressif, quelle que soit son intensité, se développe dans un contexte événementiel et psychologique qui lui confère son allure et sa thématique. Même si l'étiologie est le plus souvent polyfactorielle, il convient de prendre en compte les difficultés traversées par le patient, que celles-ci soient anciennes ou récentes, importantes ou modérées. Il faut alors distinguer les événements de l'enfance. Les enquêtes approfondies nous montrent que les sujets qui ont perdu un parent ou ont été séparés avant l'âge de 11 ans sont plus souvent déprimés que les autres. Cependant, les mêmes auteurs soulignent qu'à ces événements majeurs s'associe en conséquence une indifférence ou une non-reconnaissance de l'enfant qui joue un rôle tout aussi important. La discorde familiale, la négligence et les sévices subis par le sujet doivent être considérés, quelles que soient les circonstances révélatrices ou apparentes. Cette vulnérabilité initiale se cumule souvent au cours de l'existence avec d'autres circonstances difficiles. À la période contemporaine de l'accès dépressif, il faut considérer les événements précipitants. Plusieurs études dans ce domaine sont désormais classiques. Les événements vitaux précipitants sont 3 fois plus fréquents dans les 6 mois qui précèdent un état dépressif que chez le sujet témoin. Une échelle d'évaluation prenant en compte à la fois les événements majeurs et les difficultés chroniques, la Life Event and Difficulties Schedule, LEDS, mise au point par Brown, Harris et Bifulco, a permis de confirmer l'importance et la qualité de ces événements précipitants. C'est évidemment ici le cumul des traumatismes qui amène la dépression, l'événement pouvant être lui-même générateur des difficultés. Le divorce amène des difficultés financières, des déménagements, le veuvage engendre l'isolement social. On a insisté aussi sur les contraintes de rôle, le sujet persistant à vouloir correspondre au rôle social qu'il s'est fixé. Si les tâches, la reconnaissance, les interactions sociales ne répondent pas à ce qui est attendu, aussi bien dans les domaines professionnels que familiaux, une souffrance se manifeste. Ainsi, ce sont moins les événements ou les difficultés qui pèsent que la signification qui leur est attribuée. Par exemple, l'expatriation peut être bien vécue si elle est promotionnelle. En revanche, les tâches domestiques, l'aide permanente aux enfants pour une mère de famille, constituent en général des charges peu gratifiées. En contrepoids des événements et des difficultés, certains auteurs ont pris en considération le soutien social. Les études se sont multipliées pour préciser l'importance de ce facteur en pathologie mentale. La perte des valeurs religieuses, la confusion des valeurs culturelles, la faiblesse des leaders, l'éclatement des familles et surtout l'insuffisance des réseaux de communication vont de pair avec une augmentation de la pathologie psychiatrique. A l'inverse, la présence d'une famille unie, une vie conjugale équilibrée,
les relations amicales, la pratique d'une activité de loisir, les repères moraux et religieux jouent un rôle positif. Ce réseau est évidemment d'autant plus profitable que le sujet dépressif redoute d'être abandonné. Les habitudes et les conceptions de la vie jouent ici un rôle majeur, selon que l'on souhaite ou non être protégé et de quelle manière. Quelle que soit l'étape à laquelle se situe l'événement traumatisant, il importe de comprendre par quel biais psychologique celui-ci retentit sur l'équilibre du sujet. Un deuil ou une catastrophe vécue dans l'enfance montre à celui qui en est victime les limites de la maîtrise des événements et le caractère fragile de sa destinée. Plus tard, à l'époque des promotions, l'échec renvoie cette fois-ci à la responsabilité directe du sujet quant à son efficacité professionnelle et à sa capacité d'insertion sociale. L'absence de soutien ou le manque de reconnaissance de la part des proches constituent encore des carences de renforcement, plus fréquentes semble-t-il dans les milieux défavorisés. D'une façon ou d'une autre, l'image de soi s'en trouve plus ou moins altérée et les sentiments d'impuissance et de résignation se dégagent peu à peu. Quoi qu'il fasse, le sujet se trouve floué, abandonné, sans ressources personnelles ou extérieures. Une mauvaise image de soi, de son destin ou de sa carrière constitue par conséquent la résultante globale de ces événements traumatisants. Cette mauvaise image de soi peut appeler elle-même des comportements malencontreux. Recherche d'une solution magique auprès du premier venu, attitude agressive ou antisociale, remise en question des derniers éléments stables, surcroît de travail et surmenage alors que le repos serait providentiel. La dépression voit ainsi s'accuser les modes de défense habituels. Accès maniaque et maladie maniaco-dépressive. Définition. Alors que le syndrome dépressif justifie des discussions complexes quant à son étiologie biologique ou psychologique, l'accès maniaque semble plus simple à conceptualiser. Il réalise sans ambiguïté un dérèglement de l'humeur dans le sens de l'exaltation et de l'euphorie. La gravité du trouble, son caractère stéréotypé et récidivant, sa réactivité aux psychotropes, tout comme l'agrégation de cas familiaux, évoquant une étiologie génétique, ont nettement situé le trouble du côté de la biologie. C'est pourquoi l'alternance plus ou moins rapprochée d'accès maniaque et d'accès dépressif, d'abord dénommée psychose maniaco-dépressive, puis réaction maniaco-dépressive, puis trouble bipolaire, est aujourd'hui dénommée par certains auteurs maladie maniaco-dépressive. Outre qu'elle permet une présentation plus aimable de l'affection à ceux qui en sont atteints, cette appellation réintègre ce domaine de la clinique psychiatrique dans le champ médical, ce qui n'empêche pas diverses formes cliniques et symptomatiques. Accès maniaque. Le déclenchement de l'accès maniaque est variable. On peut parfois invoquer une cause psychologique. Conflit affectif, surmenage, stress, deuil, affection somatique ou une cause iatrogène. Antidépresseurs, traitement par les corticoïdes, amphétaminiques, anorexigènes. Le début est souvent progressif, annoncé par des insomnies, l'hyperactivité, le surmenage, la logorrhée. Dans d'autres cas, le virage maniaque est rapide, en une nuit. L'accès maniaque peut être inauguré par une idée obsédante, un voyage pathologique, une impression persécutive qui peuvent se produire de façon identique lors de chaque accès. Quand l'accès maniaque est constitué, l'aspect du patient est caractéristique. Il est vêtu de façon fantaisiste et voyante, souvent négligée. L'homme est mal rasé, la femme trop fardée. Le maniaque est jovial, heureux, éclate de rire, raconte de façon familière et impudique des anecdotes et des histoires drôles, parle beaucoup, se met à chanter. Ses yeux sont brillants, son visage mobile, hyper expressif et hyper mimique. Il communique aisément, exprime de façon efficace et exagérée ses sentiments. Hyper syntone, il perçoit avec vivacité les moindres réactions de l'entourage. Il est drôle, direct, chaleureux, mais il peut aussi être caustique, ironique, sarcastique,
faisant bon marché des divers secrets et confidences accumulés dans son entourage. Le sujet maniaque va et vient, gesticule et déambule, se moque, s'amuse, provoque, fait des propositions grossières ou érotiques et déborde largement le cadre des convenances, même si cette agitation reste en relation avec ses activités habituelles. Le maniaque s'avère insensible à toute contrainte, à tout rappel à l'ordre, comme à la fatigue et au jeûne. L'euphorie, hyperthymie expansive, constitue le trouble fondamental qui charpente l'accès maniaque. Le patient éprouve un sentiment de joie, de bonheur, de bien-être. Il est hyper-hédonique. Les plaisirs sont accentués, les sensations paraissent riches et chatoyantes. Il est mégalomane. Il éprouve un sentiment de plénitude, d'accomplissement, de toute puissance dans tous les domaines, intellectuel, moteur, pulsionnel. De ce fait, il s'engage dans des projets irréalistes et démesurés, travaux, achats, transactions, aventures sentimentales. Tout lui paraît facile. Insouciant, il ignore les contraintes financières ou morales. Parfois subdélirant, il se sent infaillible, extralucide, éprouve des intuitions prophétiques. Parallèlement, il existe une libération des pulsions instinctives. La femme, vêtue de façon provocante, arbore des attitudes de séduction et s'offre au premier venu. L'homme s'engage dans des aventures sentimentales impromptues et s'abandonne à des conduites grossières, propositions érotiques déplacées, attentats à la pudeur, harcèlement. La fuite des idées caractérise le fonctionnement intellectuel. La pensée est rapide, superficielle, comportant des jeux de mots, des associations par assonance, des astuces, des superlatifs. À cette tachypsychie s'associe une diffluence. Très instable, distractif, le sujet passe sans cesse d'une idée à l'autre, au gré des associations proposées par l'environnement. Cette logorée, abondance verbale, se double parfois d'une graphorée, surproduction écrite. L'hyperactivité intellectuelle fait illusion, mais elle est peu productive. Sa diffluence, son inadaptation, sa démesure la rendent inefficace. L'hyperactivité est la résultante comportementale de l'état maniaque. Après un court sommeil, le maniaque se lève tôt pour une journée d'activité joyeuse et continue. Chacun s'agite dans son domaine. Achats divers et incongrus, maisons, automobiles de luxe, stocks, provisions, rangement et rénovation, projets de restructuration ou d'expansion d'une entreprise, contrats trop rapidement conclus. L'incapacité de garder un objectif stable rend inopérants ces divers chantiers, commencés dans une emphase brouillonne et vite abandonnés pour un autre engouement. Mais l'illégalité, la démesure et l'imprudence en démontrent vite le caractère pathologique. Ce sont des excès de vitesse, d'échecs sans provision, un divorce impromptu, la vente de biens immobiliers. Quelques symptômes somatiques accompagnent ce dérèglement. Le maniaque est insomniaque, insensible au froid, à la faim, à la fatigue. Il oublie de se nourrir et s'amaigrit. Il peut être oligurique et déshydraté. Il est volontiers tachycarde et fébrile. L'évolution spontanée de l'accès maniaque est variable, quelques semaines à quelques mois. Très souvent, l'accès maniaque évolue vers un accès dépressif ou mélancolique. Ce virage peut être rapide, en quelques heures ou en quelques jours, et aboutir à un suicide inattendu. Dans d'autres cas, la régression est partielle, le patient réduisant son activité motrice, mais demeurant irritable, agressif, tachypsychique, obsédé par une idée prévalente. L'accès maniaque est plus ou moins intense. On décrit l'accès hypomaniaque, au cours duquel le dérèglement de l'humeur, nettement perceptible et tranchant sur l'attitude habituelle du sujet, n'est pas suffisant pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel et social. L'hospitalisation n'apparaît pas nécessaire. Divers symptômes rendent compte de formes cliniques particulières. Il y a des manies coléreuses avec une agressivité prédominante, hurlements, vocifération et destruction. Il existe surtout des manies délirantes, fréquentes chez l'adolescent et l'adulte jeune. Le patient développe des idées mystiques avec un sentiment d'inspiration divine, de télépathie,
de toute puissance. La manie confuse est fréquente chez le vieillard, avec des troubles de la mémoire et une désorientation. Elle doit faire évoquer un accident vasculaire cérébral qui peut être à l'origine de l'accès. L'état mixte ou manie dysphorique associe des symptômes évoquant l'accès maniaque et des symptômes évoquant l'accès dépressif. Par exemple, le sujet est énervé, excité, agressif, avec une accélération verbale et idéique, des idées grandioses, une certaine revendication. Mais l'humeur est dépressive, il existe une certaine anxiété, une vision pessimiste de l'avenir. Le sujet est irritable, impulsif, impatient, sans véritable hédonisme. L'humeur est très labile, il existe un risque suicidaire. Ces formes intermédiaires sont fréquentes selon certains auteurs, et volontiers associées à l'alcoolisme et aux toxicomanies. Elles réagissent mal aux antidépresseurs et aux thymorégulateurs. La cyclothymie est un état pathologique caractérisé par la survenue fréquente d'épisodes hypomaniaques et d'épisodes dépressifs mineurs, sans intervalle libre normothymique supérieur à 2 mois au cours d'une période de 2 ans. L'humeur est donc déréglée de façon quasi permanente sans que pour autant surviennent des accès dysthymiques caractérisés. La cyclothymie, qui suppose une altération pure de l'humeur, est décrite comme une maladie et ne correspond pas à une personnalité. Maladie maniaco-dépressive, entre parenthèses, trouble bipolaire. La coexistence chez un même sujet à des périodes différentes, éventuellement consécutives, d'accès maniaque et d'accès dépressif, définit la psychose maniaco-dépressive ou maladie maniaco-dépressive. Le caractère relativement stéréotypé de ces dérèglements, survenant sans raison psychologique majeure, le risque familial homogène, la réactivité aux thymorégulateurs évoquent une origine biologique du trouble et invitent à l'assimiler à une affection médicale. La fréquence et la durée des accès sont évidemment variables selon les sujets. L'âge moyen de début est de 28 ans. La durée moyenne d'un épisode est estimée entre 4 et 13 mois. L'intensité de l'accès maniaque est variable et l'on distingue le trouble bipolaire 1, comportant des accès maniaques typiques, et le trouble bipolaire 2, comportant des accès hypomaniaques. Cette seconde entité clinique présente quelques particularités. Elle n'est pas toujours facile à diagnostiquer, le patient ayant tendance à masquer les épisodes hypomaniaques, mais elle serait assez fréquente, 0,6% de la population générale. Elle est plus répandue chez l'homme que chez la femme, comporte plus d'accès dépressifs que la forme classique, avec un risque suicidaire net. Le passage à la chronicité est plus fréquent et la pathologie est moins pure que pour le trouble bipolaire 1. Comorbidité avec l'alcoolisme, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité. Dans certains cas, la fréquence des accès est très élevée. On parle de psychose maniaco-dépressive à cycle rapide, cette appellation étant licite à partir de 4 accès par an. On parle de forme circulaire quand les accès se succèdent de façon continue, sans intervalle libre. Les accès durent quelques jours à quelques semaines. Dans certains cas exceptionnels, les cycles sont ultra rapides avec un virage toutes les 48 heures. Ces formes à cycle rapide seraient assez fréquentes, touchant 13 à 20% des psychoses maniaco-dépressives. Elles sont plus fréquentes chez la femme et ont tendance à augmenter avec l'âge. L'abus des antidépresseurs, les électrochocs, l'hypothyroïdie, liés ou non à la prescription prolongée de sels de lithium, la ménopause, les troubles organiques cérébraux, accidents vasculaires et traumatismes crâniens, ont été incriminés à l'origine de cette évolution. Le traitement par la carbamazépine est recommandé, éventuellement en association avec les sels de lithium. Au-delà de l'évolution de chaque accès, il faut envisager l'évolution au long cours de la maladie maniaco-dépressive. Les évolutions défavorables avec chronicité des symptômes ou passage à une forme circulaire ne sont pas rares. Les divorces, la dégradation socio-professionnelle et les suicides sont fréquents.
Forme clinique des troubles de l'humeur. Forme symptomatique. On a décrit de multiples formes cliniques de dépression en fonction de la prédominance de tel ou tel symptôme. Il existe en particulier des états dépressifs avec agitation, agressivité et hostilité dont le diagnostic peut être délicat. De même, certains états dépressifs sont paucisymptomatiques, les troubles psychiques se situant au deuxième plan derrière le ralentissement psychomoteur et certaines douleurs ou plaintes somatiques qui cristallisent les plaintes, entre parenthèses, dépression masquée. Dans ces cas incertains, parfois noyés au sein de revendications d'allure hystérique, l'anédonie, les troubles du sommeil, l'amaigrissement constituent des repères fiables. D'autres dépressions sont trompeuses, ce sont les dépressions et mélancolies souriantes. Ne voulant pas peiner son entourage ou son médecin qui est devenu un ami, le patient cache ou minimise ses symptômes alors qu'il a parfois pris la décision de se suicider. Là encore, les signes indirects, réduction de l'activité, repli sur soi, abandon des loisirs, devront être considérés. Les états dépressifs avec anxiété sont fréquents. Plusieurs statistiques signalant une comorbidité importante entre les états dépressifs majeurs et les troubles anxieux sur toute la vie et dans les 12 derniers mois. Les états dépressifs avec anxiété sont fréquents, plusieurs statistiques signalant une comorbidité importante entre les états dépressifs majeurs et les troubles anxieux sur toute la vie et dans les 12 derniers mois. D'autres auteurs, cependant, soulignent que cette comorbidité est importante sur la vie, mais qu'elle est nettement moindre quand on recherche une concomitance actuelle des troubles, 11 à 16%, comme si les mêmes malades étaient tantôt anxieux, tantôt déprimés. L'anxiété peut venir connoter un état dépressif sans réaliser pour autant un trouble anxieux caractérisé. L'anxiété s'intrigue donc à la douleur morale, se majorant aux moments les plus difficiles, lors des réveils précoces ou quand surviennent des circonstances qui renforcent la thématique dépressive. Elle est alors liée à une certaine agitation impatiente et improductive, à des idées fixes qui peuvent faire craindre un raptus suicidaire. La comorbidité anxieuse aggrave les difficultés du fonctionnement social et les handicaps. Les tentatives de suicide sont plus fréquentes, la consommation de soins plus importante. Dans certains cas, les symptômes anxieux et dépressifs ne sont pas suffisants pour justifier un diagnostic complet d'état dépressif majeur ou de troubles anxieux constitués. Mais l'humeur dépressive est néanmoins présente avec une obsession sur certains soucis, une hypervigilance accompagnée d'un rétrécissement de l'attention, une irritabilité, une appréhension négative de l'avenir et une perte de l'estime de soi. Ainsi est constitué le trouble mixte anxiété-dépression, mentionné dans le DSM-4. Forme selon les étapes de la vie. Chez l'adolescent, les excès maniaques et dépressifs prennent une allure particulière. L'accès maniaque est volontiers délirant avec des thèmes mégalomaniaques, mystiques ou de persécution. Les troubles du comportement en rapport avec la vie scolaire, les conduites antisociales et les abus de substances ne sont pas rares. L'accès dépressif comporte le noyau dysthymique habituel, humeur dépressive et anédonie, auxquels peuvent se rajouter de façon trompeuse une attitude opposante et irritable, le retrait social, un changement d'attitude vis-à-vis des études, des plaintes somatiques, des troubles du comportement alimentaire. La comorbidité avec les troubles anxieux est importante. À cette période de la vie, alors que la recherche des succès scolaires et amoureux va de pair avec le désir d'intégration sociale, la thématique dépressive est souvent dominée par la culpabilité et le sentiment de rejet, dans une ambiance d'instabilité anxieuse qui se traduit plus par des troubles du comportement que par des confidences auprès des parents. La thérapeutique comportera donc une écoute attentive visant à une meilleure compréhension du sujet qui devra mieux s'affirmer auprès des autres. La communication avec les parents sera rétablie. La grossesse est une circonstance classique de déclenchement d'un état dépressif. Les dépressions gravidiques sont rares, constituées surtout d'appréhension et de plaintes somatiques.
L'essentiel de la pathologie survient après l'accouchement. On décrit une réaction dépressive légère qui toucherait 50 à 70% des jeunes mamans. Le postpartum blues. Il s'agit d'un état d'hypersensibilité émotionnelle, avec crainte de ne pouvoir faire face aux nouvelles tâches, alternant volontiers de façon rapide l'euphorie et le pessimisme. Cette petite crise qui survient entre le 3e et le 6e jour après l'accouchement dure 4 à 5 jours au maximum, puis disparaît spontanément. Fréquent, ce trouble réactionnel justifie quelques entretiens rassurants qui permettront à la jeune maman de verbaliser ses angoisses et de les relativiser. La vraie dépression du postpartum survient entre 3 et 4 semaines plus tard. Aux symptômes classiques s'associent des phobies d'impulsion agressive à l'égard de l'enfant avec crainte de le toucher, un sentiment d'incapacité et de surmenage devant les nouvelles tâches. Au cours des formes mélancoliques, la patiente exprime des idées délirantes. Elle se voit comme une mère indigne, est persuadée que son enfant est atteint d'une maladie incurable, ou même qu'il est déjà mort. Un geste suicidaire altruiste impliquant la mère et l'enfant est possible, et il faudra hospitaliser la jeune maman, si possible, sans la séparer du nouveau-né. La dépression est d'autant plus importante et fréquente qu'elle survient chez une jeune maman en difficulté, que la grossesse était inattendue, que la jeune mère ou le jeune père qui l'accompagne sont sans travail. La dépression du postpartum est annonciatrice dans 60% des cas d'un trouble de l'humeur régulier, psychose maniaco-dépressive ou dépression récurrente qui se développera par la suite. Les études épidémiologiques concernant les états dépressifs majeurs mettent en évidence une fréquence plus importante des troubles entre 45 et 64 ans, surtout chez la femme. Cette pesée plus importante de la dépression au milieu de la vie peut être comprise selon une perspective psychologique. Cette période est en effet celle où vont se conjuguer, chez l'homme et la femme active, un effort professionnel important et de nouvelles perspectives d'avenir. La situation dans la société, l'identité redeviennent instables, les buts professionnels et familiaux poursuivis entre 20 et 40 ans ayant en général été atteints. Nous assistons à une crise des valeurs et des objectifs, souvent renforcée par de réels soucis professionnels. Tel directeur d'entreprise voit se durcir la concurrence commerciale, cependant que de jeunes cadres dynamiques veulent lui imposer de nouvelles méthodes de gestion qui ne lui plaisent pas. Tel ingénieur se trouve marginalisé, invité à changer de domaine. Tel fonctionnaire doit subir un supérieur hiérarchique inattendu alors qu'il s'attendait à une promotion. Chez la femme au foyer, l'indépendance puis le départ des enfants remettent en question les activités et les aspirations. Cette crise du milieu de la vie n'est pas qu'un phénomène psychosocial. Elle va de pair avec une quête nouvelle de l'identité du sujet et du sens de la vie. La dépression du sujet âgé, survenant au-delà de 65 ans, est assez fréquente, avec une prévalence de 11% pour les études récentes. La nature et l'origine de ces états dépressifs sont hétérogènes. Certains d'entre eux sont primaires, certains sont en relation avec un trouble psycho-organique, d'autres sont liés à une affection somatique douloureuse ou handicapante, d'autres à des événements récents ou à l'isolement social. La symptomatologie dépressive du sujet âgé est souvent classique, mais elle est volontiers masquée par des plaintes somatiques et des revendications anxieuses qui occupent le devant de la scène. Le sujet âgé est géniard et plaintif, hypocondriaque, parce que ce domaine constitue l'essentiel de ses soucis quotidiens. Les plaintes concernant l'insuffisance du sommeil sont habituelles. L'attitude est irritable, infantile, régressive, dans un mélange d'agitation désordonnée et d'improductivité. Mais au-delà de ce discours, il faut repérer le ralentissement psychomoteur, la perte de la joie et des plaisirs, l'isolement social, la culpabilité et le sentiment d'inutilité, avec nostalgie du temps passé, l'attitude phobique et dépendante que le patient et son entourage acceptent parce qu'ils les considèrent comme inéluctables à cet âge. Le deuil, l'isolement lié au déménagement des uns et des autres, l'appréhension des transports et de nouvelles fréquentations jouent un rôle majeur dans ce processus de renoncement et de mise à distance.
Donc l'appréhension des transports et de nouvelles fréquentations joue un rôle majeur dans ce processus de renoncement et de mise à distance. L'attitude des enfants, parfois surprotecteurs, risque de renforcer encore l'isolement. Plus rarement, on observera un état dépressif mélancolique avec des idées délirantes de nature hypocondriaque, tel le syndrome de Cotard, ou de nature persécutive. La présence d'une affection somatique, la découverte d'un accident vasculaire ou d'une atrophie cérébrale au scanner ne doivent pas remettre en question le traitement antidépresseur et une prise en charge psychothérapique à la fois apaisante et dynamisante. Forme selon l'étiologie. Nous avons dit à quel point il est difficile de discerner les étiologies qui se mêlent à l'origine d'un état dépressif. L'arrière-plan dépressif est complexe et suppose l'intégration d'événements anciens et récents, tout comme l'influence d'une personnalité éventuellement pathologique. Les antécédents familiaux apportent leur poids, à la fois d'un point de vue génétique et d'un point de vue culturel. Face à un accès maniaque, à une cyclicité maniaco-dépressive, à des dépressions récurrentes, l'habitude est d'invoquer un facteur génétique, lequel est loin d'être scientifiquement démontré et objectivable chez un sujet donné. C'est dire qu'il ne faut pas se limiter à cette hypothèse. La recherche d'un facteur organique, d'un facteur psychologique sous-jacent, doit être régulière, surtout en cas de survenue d'un dérèglement de l'humeur, isolé, à un âge atypique, par exemple chez un sujet âgé, jusque-là bien adapté. Cela dit, certains cas sont évocateurs d'un facteur prédominant, ce qui permet de décrire quelques formes étiologiques particulières. Une dépression est soupçonnée d'avoir une origine génétique quand plusieurs cas surviennent dans une même famille. Il ne s'agit là que d'un argument de présomption, car il n'existe pas actuellement de marqueurs génétiques spécifiques de la dépression ou de la psychose maniaco-dépressive. En revanche, l'observation clinique montre que certains symptômes sont caractéristiques de cette origine familiale. Les accès surviennent sans raison psychologique nette et sont plutôt déclenchés par des événements de type biologique. Changement de saison, voyage transméridien, changement de rythme de travail. La sémiologie est caractérisée par l'importance des signes somatiques. Humeur cyclique dans la journée, dérèglement des cycles endocriniens, entre parenthèses cortisol, mélatonine, fermez la parenthèse, anorexie, amaigrissement, constipation, hypotension, aménorrhée, impuissance. Le sommeil est perturbé avec réduction de la latence du sommeil paradoxal lors du premier cycle. Ces accès dépressifs, souvent récurrents, sont variables dans leur intensité et dans leur fréquence, selon les sujets et selon les âges de la vie ou les périodes chez un même sujet. Les états dépressifs liés à un événement psychologique doivent d'abord faire considérer la circonstance du deuil. Il s'agit de la douleur consécutive à la mort d'un être cher. Un échec grave, la perte d'une situation professionnelle ou d'un bien important, entre parenthèses faillite, vente d'une maison familiale, fermez la parenthèse, l'éloignement d'une personne aimée, ouvrir la parenthèse, divorce, séparation, fermez la parenthèse, ont des significations voisines. Dans tous les cas, le sujet voit son univers modifié de façon importante. Il perd un domaine de référence. Il se voit obligé d'en refonder un autre. Le sujet est anxieux, triste, obsédé par sa douleur. Il éprouve tous les symptômes de la dépression. Le processus de deuil se déroule dès lors selon 3 phases. La détresse, la dépression, la sortie du deuil. Lors des premiers instants, des premiers jours, c'est la détresse. Le sujet est angoissé, désemparé, ne sait plus comment réagir devant sa douleur et sa perte. Il est désorienté, presque confus, surtout si, âgé, il perd un proche aimé depuis plusieurs décennies. Il peut dans certains cas nier cette disparition de façon délirante. C'est l'époque des cérémonies religieuses, des effusions affectives avec la famille, des dispositions à prendre qui ramènent le sujet vers la réalité et le réconfortent.
Puis, quelques jours plus tard, c'est la dépression. Le sujet se replie sur lui, se retire du monde, inhibe ses affects pour ne plus souffrir. Il désinvestit, classe ses souvenirs qui sont réajustés et revus à la lumière du présent. Peu à peu, l'endeuillé pense à sa vie avec le défunt plutôt qu'à sa mort et au dernier instant. Il reconstitue un objet interne, représentation intérieure du sujet disparu, avec lequel il va vivre en paix. Il fait son bilan, apprécie les bons et les mauvais souvenirs, chasse peu à peu les mauvaises pensées et les remords. Dès lors, rassuré par la permanence et la stabilité de ses évocations, il peut réaborder l'existence. Il accomplit des rangements, se débarrasse d'objets inutiles. Les rêves à propos du disparu reviennent. Il peut évoquer avec émotion des souvenirs anciens. C'est alors la sortie du deuil. Rassuré par la constitution de l'objet interne dont il ressent la stabilité, le sujet peut réinvestir. Il aborde le monde extérieur, fait connaissance avec de nouvelles personnes, qu'il peut aimer d'amitié ou d'amour sans être obsédé par le disparu. Le deuil est un processus normal qui entraîne cependant de véritables états dépressifs. Il peut se bloquer, rester à la phase initiale, dans la contemplation d'objets et de photographies fétiches, se concentrer sur la recherche obstinée d'une personne identique à la personne disparue, s'obstiner sur des lamentations et des auto-accusations coupables. À côté du deuil, circonstance dépressogène exemplaire, il faut évoquer le surmenage, situation pathogène très fréquente. Le surmenage survient à la suite d'une promotion ou d'un changement de poste professionnel. Il est souvent conditionné par la personnalité obsessionnelle ou le tempérament anxieux du sujet. Celui-ci se voit investi de nouvelles responsabilités. Il est amené à vivre selon de nouveaux rythmes. Dès lors, il se fait un point d'honneur d'exécuter son travail à la perfection. Ce faisant, il se trouve assez vite débordé, ne peut plus vraiment faire face, n'arrive pas à déléguer à d'autres certaines tâches subalternes. Le voici donc, anxieux, déjà fatigué. Peu à peu, il se culpabilise et se dévalorise, et au lieu de s'organiser, de prendre des moments de repos, qui seraient salvateurs, il renforce son activité, reste trop longtemps sur son lieu de travail, s'attarde à des vérifications inutiles, et au bout du compte, perd son efficacité. La dépression s'installe alors avec un sentiment progressif de dévalorisation, des difficultés croissantes de concentration intellectuelle, un oubli des loisirs et de la détente. La solitude, une mauvaise communication avec les proches et les collègues, la perte des visions d'ensemble et l'obsession sur les détails renforcent considérablement ce processus qu'il faut savoir prévenir ou enrayer. À côté de cette pathologie professionnelle, les stress sévères et répétés, par exemple en temps de guerre ou de catastrophe, les malheurs et les drames familiaux sont également responsables de dépression. L'épuisement et l'angoisse sont alors au premier plan, plutôt que la culpabilité et la dévalorisation. Un trouble de l'humeur peut être lié à une affection organique cérébrale, un accident vasculaire cérébral, une tumeur cérébrale, une maladie de Parkinson, une sclérose en plaques, une démence, une infection par le VIH, par le virus HIV, peuvent se révéler par un état dépressif ou un état maniaque. Chacune de ces affections apporte une connotation particulière. La localisation cérébrale joue un rôle déterminant. La dépression est fréquente lors d'un accident vasculaire dans 18 à 36% des cas selon les auteurs. Elle est d'autant plus probable que la lésion se trouve située en avant et dans l'hémisphère gauche. La pathologie psychiatrique ne semble pas proportionnelle aux troubles neurologiques. Elle est d'autant plus fréquente qu'il a existé des troubles psychiatriques dans les antécédents. À la symptomatologie dépressive habituelle s'ajoute une labilité émotionnelle particulière, avec une anxiété intense et des réactions de catastrophe. Les troubles sont améliorés par les antidépresseurs. Ils persistent en moyenne pendant 1 an après l'accident vasculaire cérébral. Les états maniaques et maniaco-dépressifs sont rares. Les tumeurs cérébrales.
Les tumeurs cérébrales entraînent des troubles de l'humeur variables selon leur localisation. Les tumeurs frontales vont de pair avec une apathie, une aboulie, un ralentissement psychomoteur. Une localisation orbitofrontale y associe une jovialité inappropriée et une labilité émotionnelle. Les tumeurs temporales génèrent des dépressions sévères ou une psycholabilité. Les tumeurs du diencéphale se traduisent par une labilité émotionnelle importante avec crise catathymique. La maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson comporte souvent une symptomatologie dépressive avec tristesse, pessimisme, anesthésie affective et anédonie. Le trouble thymique paraît indépendant de l'atteinte neurologique et de sa latéralisation. Le traitement par la L-DOPA améliore en partie le syndrome dépressif. Une symptomatologie dépressive est volontiers associée à la sclérose en plaques, surtout au début de l'affection. Elle va de pair avec des atteintes situées dans le lobe frontal, la capsule interne, les noyaux de la base et le lobe temporal. Les démences de type Alzheimer. Les démences de type Alzheimer entraînent fréquemment un syndrome dépressif comportant, outre l'humeur dépressive, une indifférence avec associabilité, une anxiété, une labilité émotionnelle caractéristique. Les antidépresseurs tricycliques peuvent être utilisés dans ce contexte, mais de façon prudente, avec surveillance de leur taux plasmatique. L'infection par le virus HIV peut entraîner des troubles de l'humeur à différents stades de l'évolution, de façon primitive ou secondaire, de façon directe, organique ou indirecte, psychologique. Au début, lors de l'infection par le virus, la symptomatologie dépressive est marquée par l'apathie, le ralentissement intellectuel, l'émoussement affectif. À un stade ultérieur, quand la maladie se révèle avec ses complications infectieuses, une thématique de honte, de culpabilité apparaît, ainsi que l'angoisse d'abandon. Les états maniaques sont possibles. En cas d'atteinte organique cérébrale, les troubles de l'humeur s'accentuent encore. L'épilepsie. L'épilepsie, surtout dans sa forme temporale, s'accompagne souvent de dépression. Les symptômes dépressifs, accompagnés d'anxiété et d'irritabilité, se manifestent volontiers avant, pendant et après les crises temporales. Entre les crises, les épileptiques présentent des états dépressifs qui peuvent s'accompagner d'hallucinations, d'irritabilité, d'idées de référence. L'émoussement affectif est classique. La plupart des antidépresseurs peuvent entraîner des crises comiciales. Chez l'épileptique déprimé, la carbamazépine est indiquée. Beaucoup d'affections médicales ou chirurgicales peuvent s'accompagner d'un état dépressif. La pathologie organique peut être directement responsable. C'est le cas pour les affections endocriniennes. L'hypothyroïdie s'accompagne de troubles de l'humeur, avec ralentissement psychomoteur et difficultés de concentration. L'hyperthyroïdie peut également être responsable d'un état dépressif. Il faudra donc rechercher d'autres signes cliniques de ces affections et pratiquer un bilan hormonal au moindre doute. L'hypocorticisme, l'hypercorticisme et l'insuffisance hypophysaire, plus rares, sont également responsables de syndromes dépressifs. D'autres affections médicales vont entraîner un état dépressif de façon plus indirecte par les biais du handicap, de l'asthénie et de la douleur qu'elles occasionnent. C'est le cas des affections médicales banales, grippe, hépatite, des interventions chirurgicales, des maladies graves qui mettent en jeu de façon évidente le pronostic vital, cancer, hémopathie, ou qui impliquent des contraintes quotidiennes, diabète, insuffisance rénale avec nécessité de dialyse. Les affections douloureuses, rhumatisme, névralgie, ainsi que les handicaps majeurs, hémiplégie, paraplégie, sont souvent concernés. Le cas de l'infarctus du myocarde est particulier. Moins qu'un état dépressif, cet accident majeur qui survient le plus souvent en pleine phase d'activité chez un adulte d'âge moyen
amène la réorganisation complète d'une existence manifestement surmenée. Il en résulte souvent une attitude régressive et précautionneuse, le sujet s'obsessionnalisant sur des tâches mesquines. Enfin, certains médicaments sont dépressogènes et leur prescription doit être limitée chez des sujets fragiles. Réserpine, aldomète, bêta-bloquant, clonidine, bétadine, guanétidine, isoniazide, corticoïdes, stimulants et anorexigènes. Épidémiologie, étiologie. La prévalence de la dépression en Europe a été évaluée au cours d'une étude épidémiologique pratiquée entre janvier 2001 et août 2003 dans 6 pays. Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, ayant enquêté auprès de 21 425 personnes âgées de 18 ans ou plus. Les prévalences sur 12 mois sont les suivantes. Pour la dépression majeure, 3,9%. Pour la dysthymie, 1,1%. Pour tout trouble de l'humeur, 4,2%. Les prévalences sur la vie entière sont les suivantes. Pour la dépression majeure, 12,8%. Pour la dysthymie, 4,1%. Pour tout trouble de l'humeur, 14%. La prévalence du trouble bipolaire est beaucoup plus faible, avec un taux de 0,4% sur la vie entière. Toutefois, certains auteurs signalent une prévalence notable du trouble du spectre bipolaire, incluant des symptômes hypomaniaques, le taux étant alors de 6,4% pour la vie entière. L'étiologie des troubles de l'humeur peut être envisagée de 2 façons. De l'extérieur, selon une méthode naturaliste qui étudie des manifestations objectives de l'affection, de l'intérieur par le biais de l'introspection en analysant les idées, les représentations et les sentiments exprimés par le patient. L'approche objective, en dépit d'une formidable investigation menée depuis 20 ans, n'a pas donné beaucoup de résultats. Les études génétiques ont constaté depuis longtemps qu'il existe dans les familles des sujets dépressifs et maniaco-dépressifs, un risque morbide pour les troubles de l'humeur plus important que dans la population générale. Donc les études génétiques ont constaté depuis longtemps qu'il existe dans les familles des sujets dépressifs et maniaco-dépressifs, un risque morbide pour les troubles de l'humeur plus important que dans la population générale. Les risques morbides respectifs pour le trouble bipolaire et le trouble unipolaire sont de 6% et de 11% dans la famille d'un bipolaire, de 3% et de 16% dans la famille d'un unipolaire. La nature, en partie génétique, de ce risque familial est confirmée par des études gémellaires et des études d'adoption. De nombreuses études de liaison et d'association ont cherché à localiser cette prédisposition génétique, sans résultat précis jusqu'à ce jour. Des gènes situés sur les chromosomes X, 11, 21, 18, 15, 16 et 4 ont été soupçonnés. Parallèlement, des virus, le virus d'Epstein-Barr, le virus de Borna, ont été incriminés à l'origine de troubles de l'humeur. Renforcée par l'utilisation des médicaments antidépresseurs, l'étiologie biochimique a été très populaire depuis 20 ans. Les états dépressifs ont été conçus comme liés à un déficit cérébral en sérotonine, noradrénaline et dopamine. Les études pratiquées sur les métabolites de ces neurotransmetteurs dans le sang, les urines et le liquide céphalorachidien des patients confirment peu ces hypothèses. Les études en imagerie cérébrale ont permis de localiser les structures impliquées dans le processus dépressif. Un hypofonctionnement du lobe préfrontal gauche, est retrouvé chez les déprimés bipolaires. D'autres structures sont incriminées, le noyau codé, le gyrus singulaire antérieur. Les recherches neuropsychologiques actuelles amènent à penser que les éprouvés émotionnels, filtrés par les structures neurologiques de la base du cerveau, hippocampe, amygdale,
serait ensuite articulé avec le néocortex par l'intermédiaire du gyrus singulaire antérieur, structure carrefour susceptible de libérer ou de bloquer les séquences mnésiques marquées émotionnellement. De la sorte, la mémoire affective, relayée avec des expériences formalisées en clair dans le néocortex, se construirait au cours de l'enfance, avec ses expériences hédoniques ou négatives. Par la suite, celles-ci pourraient être ravivées en fonction de stimuli similaires. Mais lors d'expériences trop douloureuses, le gyrus singulaire antérieur, clapé ou alternateur affectif, entre guillemets, pourrait bloquer toute réaction, d'où l'anédonie et l'émoussement affectif de la dépression. Les représentations amenées par la culture ambiante et la vie personnelle vont mettre en place des cognitions indexées de façon heureuse ou malheureuse. Le stress, mais aussi les expériences accumulées, celles de la vie quotidienne et des événements exceptionnels, organisent un décor sémantique qui confère une indexation plus précise du domaine affectif. Ainsi, s'établissent des repères, croyances et représentations qui vont jouer un rôle majeur dans la composition d'un état dépressif ou d'un état maniaque. Elles constituent les bases de l'approche cognitive des troubles de l'humeur. On peut parler alors de schémas cognitifs, de stratégies comportementales que les thérapeutes vont évoquer, discerner et renforcer. Les études en neuroimagerie fonctionnelle révèlent de plus des anomalies de l'amygdale au cours des troubles dépressifs. Cette structure est hyperactive, entre guillemets, au repos. Et on note une hyperactivation de l'amygdale gauche lors de certains stimuli, tels que les visages exprimant la peur. Ces anomalies disparaissent sous traitement antidépresseur. En parallèle, on décrit une symptomatologie endocrinienne et circadienne des troubles de l'humeur. Chez le déprimé, le cortisol plasmatique est anormalement élevé et le test de freinage à la dexaméthasone est souvent perturbé, avec absence de suppression. Il existe également une absence d'élévation de l'hormone de croissance à divers stimuli. Le test de stimulation de la TSH par la TRH est anormal chez 25% des sujets déprimés. Enfin, les rythmes biologiques des maniaco-dépressifs sont volontiers désynchronisés. Raccourcissement de la période des rythmes de la température centrale, du sommeil paradoxal et du cortisol. Allongement de la période engendrant le cycle veille-sommeil. Thérapeutique. Les moyens mis en œuvre pour traiter les troubles de l'humeur sont de deux natures. D'une part, des moyens biologiques, agissant sur le fonctionnement cérébral et les neurotransmetteurs, médicaments psychotropes et électrochocs. D'autre part, par des moyens psychologiques, sociaux et comportementaux visant à modifier les pensées et les attitudes du patient. Ce sont les techniques psychothérapiques et sociothérapiques. Traitement médicamenteux et biologique. Les antidépresseurs constituent l'élément essentiel des thérapeutiques psychotropes des états dépressifs. Donc les antidépresseurs constituent l'élément essentiel des thérapeutiques psychotropes des états dépressifs. Le but des antidépresseurs est de chasser l'humeur dépressive et de redonner au patient le dynamisme et le sens du plaisir qu'il a perdu. Ces produits n'entraînent pas d'euphorie particulière chez les sujets normaux, mais ils sont susceptibles de provoquer un virage de l'humeur dans le sens de l'état maniaque chez les sujets maniaco-dépressifs. On redoute également une désinhibition suicidaire chez le sujet mélancolique, d'où l'association régulière à des psychotropes sédatifs. À ces médicaments essentiels, on ajoute très souvent, de façon auxiliaire, d'autres psychotropes, des tranquillisants, des neuroleptiques. L'électroconvulsivothérapie, ECT, appelée aussi électrochoc ou sismothérapie, est une thérapeutique ancienne mais encore efficace, indiquée dans certains cas particuliers. Mélancolie délirante, contre-indication ou échec des antidépresseurs.
Plus moderne et actuellement à l'étude dans les troubles dépressifs, la stimulation magnétique transcrânienne, ou TMS, a également pour but de traiter la dépression par un moyen électrique. Elle consiste à diriger vers le cerveau des ondes magnétiques qui génèrent un léger courant électrique. Cette technique se pratique sur un patient conscient et ne nécessite aucune anesthésie. Les neuroleptiques sont les psychotropes essentiels utilisés en cas d'accès maniaque. Les neuroleptiques sont les psychotropes essentiels utilisés en cas d'accès maniaque. Le traitement du trouble bipolaire repose sur les thymorégulateurs. L'emploi d'antidépresseurs dans la dépression du trouble bipolaire est déconseillé car il entraîne un risque de virage de l'humeur et d'accélération des cycles. Thérapeutiques psychologiques. Elles sont diverses et leur indication dépend du caractère et de l'étiologie de la dépression. Le deuil est la première circonstance à envisager. À la réaction de douleur bien compréhensible que justifie la perte d'un être cher, succède parfois une dépression prolongée qui est un deuil pathologique. On peut dire alors que le sujet ne fait pas normalement son travail de deuil. Nous pouvons considérer ce phénomène comme une incapacité à replonger dans les souvenirs partagés avec le disparu et à leur affecter une valeur nouvelle, revue et corrigée à la lumière d'un présent qui comporte la mort de la personne aimée. Cette révision, qui est en même temps une façon de conserver vivante la réalité ancienne, paraît difficile à certaines personnes qui n'osent pas aborder les événements anciens, agréables ou désagréables, et restent fixées, de façon idolâtre, aux dernières images du moribond. Aussi bien la réévaluation des souvenirs que les réinvestissements paraissent impossibles. Une psychothérapie attentive et régulière permet d'accomplir progressivement ces deux opérations. La dépendance importante à la personne disparue, chez un sujet phobique et anxieux, est un facteur de dépression lors d'un deuil. À côté de ce travail particulier qui porte sur une circonstance douloureuse et traumatisante, les psychothérapies des dépressions peuvent prendre pour objet l'état actuel du sujet, ses façons de penser et son comportement. C'est ici la place des psychothérapies cognitives et comportementales. La psychothérapie cognitive de la dépression se fonde sur l'hypothèse suivante. Le déprimé voit la réalité d'une façon erronée, accordant trop d'importance à certains faits négatifs et méconnaissant d'autres aspects, neutres ou positifs, en particulier concernant l'attitude des autres. Le plus souvent, le déprimé a tendance à s'attribuer la responsabilité des événements néfastes. Il se culpabilise, ramène à lui tous les incidents qui se produisent dans son entourage. Il voit l'avenir de façon catastrophique. Il pense que les autres le jugent mal ou le considèrent de façon impitoyable. Il se juge incapable. La psychothérapie cognitive vise à recentrer la réalité, à réattribuer les responsabilités, à diminuer les appréhensions catastrophiques. Devant une réalité donnée, différentes interprétations seront évoquées et le malade, peu à peu, devra comprendre quelle est la plus vraisemblable. Le même travail abordera les modes de raisonnement du sujet, distorsion cognitive, et ses croyances fondamentales qui sont parfois pathogènes, croyances dysfonctionnelles. Dans d'autres cas, le déprimé recherche de façon obstinée l'amour et l'assistance de la part des autres. Il développe ainsi un fonctionnement égoïste et dépendant. Il ne se culpabilise pas, mais incrimine l'abandon ou le manque d'affection à l'origine de toutes ces difficultés. La réattribution des responsabilités fonctionnera en sens inverse. Cette fois-ci, la psychothérapie fera prendre conscience au malade de l'importance qu'il a dans son propre destin. Ce sont les autres qui seront déculpabilisés et le patient responsabilisé. Les thérapies comportementales de la dépression visent à redonner au patient des motivations, des attitudes et des stratégies qui permettent à nouveau son épanouissement et son insertion socio-professionnelle. Le retour à l'état antérieur, parfois à l'origine de la décompensation dépressive, n'est pas forcément l'idéal recherché.
Il faut s'interroger sur une façon agréable de vivre, moins bousculée, mieux organisée, orientée sur des repères plus précis. L'existence du déprimé au plein cœur de l'accès est appauvrie. Le travail est souvent interrompu, les loisirs délaissés, les rythmes d'activité ralentis, les relations sociales et amicales abandonnées. Des conduites négatives s'installent. Plainte, morosité, dépendance à l'autre, incurie. Les psychothérapeutes vont lutter contre ces mauvaises habitudes en poussant le patient à reprendre diverses activités et en réintroduisant l'alternance effort-récompense ou travail-loisir. De même, on pousse le malade à reconcentrer son attention sur de petites tâches. Le patient est également invité à redécouvrir ses plaisirs, à les refaçonner, plutôt que de se laisser aller à partager passivement ceux des autres. À une phase ultérieure, la thérapeutique d'assertion ou encore d'affirmation de soi sera utile à titre préventif. Le patient doit apprendre à s'affirmer auprès des autres, à être sincère, à exprimer ses désirs. Il s'agit également d'une thérapeutique d'entraînement aux habiletés sociales. Savoir s'exprimer en société, savoir rechercher le contact avec les autres. Le patient est ainsi invité à accomplir seul ses démarches administratives, à s'inscrire dans un club sportif ou culturel, à participer à des activités bénévoles. Le développement d'amitié ou d'une relation sentimentale s'inscrit dans le même contexte. L'aspect physique, la gestualité, l'assurance du regard et de la voix, l'habillement et la parure jouent un rôle important. L'ensemble de ces mesures permet de lutter contre les différents symptômes de la dépression, mais elle réalise aussi une nouvelle existence qui, on doit l'espérer, empêchera le retour d'un nouvel état dépressif. Le malade n'est pas seul. La psychothérapie individuelle ne peut pas tout résoudre si le contexte demeure néfaste. C'est pourquoi il est souvent important d'associer les proches à la thérapeutique de notre patient. La thérapie conjugale est souvent utile pour contrôler une relation conflictuelle, mais aussi pour redonner plus de vie à un couple qui stagne dans l'ennui et la morosité. La thérapie familiale a la même perspective. Elle est surtout importante chez l'adolescent et le jeune adulte qui, trop souvent, sont méprisés, peu reconnus, voire culpabilisés par des parents assez inconscients des difficultés de leur enfant. Dans d'autres cas, c'est au contraire la surprotection parentale qui étouffe le malade. La thérapie familiale peut également mettre en présence une personne âgée déprimée et ses enfants. Enfin, les relations professionnelles et sociales sont importantes. La lutte contre la solitude est la toile de fond de beaucoup d'états dépressifs. Cela est surtout important chez les personnes âgées, les retraités, les chômeurs, les veufs et les divorcés. Il existe de multiples organismes bénévoles, des centres culturels, des associations auxquelles le malade, bien souvent, n'ose pas faire appel. Il faut l'informer et l'inciter à les utiliser. Indication. Accès maniaque. Le maniaque doit être hospitalisé le plus vite possible. L'hospitalisation est urgente car le maniaque détruit sa réputation, son équilibre familial et ses réserves financières. Une mise sous sauvegarde de justice peut être nécessaire. L'hospitalisation se fera souvent contre le gré du malade par la procédure de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou celle de l'hospitalisation d'office. Le traitement comporte d'abord des neuroleptiques. On associera par exemple du Largactil ou le Loxapac et de l'Aldol, par voie orale ou intramusculaire, qui seront associés à des correcteurs, Artane ou Parkinane, Heptamil. Au bout de 15 jours à 3 semaines, l'état maniaque sera stabilisé. Pour éviter une rechute ou une décompensation dépressive, il faut ensuite mettre le sujet sous un thymorégulateur. Les thérapeutiques régulatrices de l'humeur ne sont pas toujours pleinement efficaces. Des débordements peuvent survenir malgré elles. On pourra alors rajouter soit des neuroleptiques, soit des antidépresseurs. Mais il faut savoir rester économe d'antidépresseurs.
Accès mélancolique. Le patient mélancolique doit être hospitalisé. Si cela le nécessite, on utilisera pour cela la procédure de l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou celle de l'hospitalisation d'office. En effet, il est indispensable que le mélancolique soit en sécurité et surveillé de façon attentive par un personnel compétent. Le risque suicidaire est majeur. Le mélancolique souffre de façon intense. Il est essentiel de le soulager au plus vite. L'électrochoc constitue une thérapeutique d'urgence efficace que certains utilisent sans hésitation. On pratique en général une séance tous les 2 jours pour aboutir à une série de 6 ou 8 électrochocs. L'autre solution consiste à administrer des antidépresseurs en perfusion. On utilisera l'anafranil ou le laroxyl. Cette thérapeutique sera associée à des neuroleptiques sédatifs qui ont pour but de soulager l'angoisse du patient et de réduire les impulsions suicidaires. Des benzodiazépines peuvent être ajoutées, ainsi que des hypnotiques. Une fois passées les premières semaines, l'évolution de l'accès mélancolique sous traitement rejoint celle d'un état dépressif banal. En cas de mélancolie délirante, les électrochocs sont particulièrement efficaces. En cas de contre-indication, on peut associer des antidépresseurs et des neuroleptiques incisifs, Haldol, Risperdal, Zyprexa. État dépressif majeur. Devant un état dépressif majeur suffisamment important pour entraîner un arrêt de travail, il est souhaitable d'hospitaliser le patient. Il faut prescrire d'emblée de bonnes doses, 100 à 150 mg, d'un antidépresseur tricyclique efficace tel que l'anafranil, le tofranil ou le laroxyl. Pour éviter toute désinhibition suicidaire et lutter de façon générale contre l'anxiété et l'insomnie, il est nécessaire d'adjoindre à cet antidépresseur un neuroleptique sédatif. On peut également utiliser des benzodiazépines. Il faut associer des correcteurs à ces thérapeutiques. Heptamil pour lutter contre l'hypotension, sulfarlem pour lutter contre la sécheresse buccale. Des hypnotiques peuvent être utiles. On peut également prescrire des perfusions d'anafranil ou de laroxyl, 25 mg le premier jour, puis 50 mg, 75 mg et 100 mg les jours suivants, pendant une dizaine de jours. Le traitement sera ensuite poursuivi par voie orale avec un dosage identique ou supérieur si cela est nécessaire. Sous traitement, l'état du patient s'améliore progressivement. Sa tristesse, son humeur dépressive, sa fatigue, son inhibition s'atténuent les uns après les autres. Dans certains cas, des incidents surviennent. Par exemple, tandis que la dépression s'éloigne, l'anxiété ou l'agressivité apparaissent, ce qui nécessite des réajustements thérapeutiques. Dans d'autres cas, une euphorie ou une hyperactivité succède à la tristesse. La sortie sera préparée avec soin, après plusieurs permissions. Le traitement antidépresseur devra être poursuivi à la même dose pendant plusieurs mois, 2 ou 3 mois, puis progressivement réduit, cependant que les sédatifs seront arrêtés beaucoup plus vite. Le traitement antidépresseur ne doit pas durer trop longtemps. Au-delà de 6 mois, il faut se poser des questions sur l'étiologie de la dépression, sur la présence d'un facteur d'entretien, éventuellement envisager le lithium ou le tegrétol. Il est souhaitable que le patient reprenne ses activités assez rapidement, éventuellement à mi-temps, alors qu'un séjour en maison de repos est plutôt déconseillé. Tout au long de cette évolution, divers aspects psychologiques pourront être abordés et justifier une approche psychothérapique. Certaines circonstances favorisantes, deuil, traumatisme psychologique, difficultés professionnelles, conflits familiaux, devront être examinées avec soin, le thérapeute ayant soin de ménager une approche objective de ces différentes situations, parfois en collaboration avec les proches et la famille. La psychothérapie se confond alors avec un travail de réinsertion sociale où de multiples missions sont à mettre en œuvre. Renouer des liens avec la famille ou avec des amis, assurer un hébergement, gérer les conditions de reprise d'une activité professionnelle ou d'un bénévolat. Au-delà de l'hospitalisation à plein temps, un séjour en hôpital de jour trouve là une excellente indication.
Devant un état dépressif majeur qui a permis au patient de maintenir son activité professionnelle, on peut recourir, pour commencer, aux antidépresseurs de deuxième génération. S'ils s'avèrent inefficaces, il est alors recommandé de recourir aux antidépresseurs tricycliques. Cette thérapeutique médicamenteuse, nécessaire, doit s'accompagner d'un abord psychothérapique d'autant plus important que le patient demeure intégré dans ses activités et qu'il doit en peser et en apprécier les divers éléments. Un recentrage vers les loisirs et la vie familiale, quand les charges professionnelles deviennent trop lourdes, trop responsabilisées, constitue souvent un point essentiel de cette psychothérapie. Donc un recentrage vers les loisirs et la vie familiale, quand les charges professionnelles deviennent trop lourdes, trop responsabilisées, constitue souvent un point essentiel de cette psychothérapie. Devant une dépression asthénique, les antidépresseurs dynamisants sont indiqués. Pertofran, Tofranil, Vivalan, Prozac. Certains auteurs recommandent dans ces indications les IMAO, inhibiteurs de la monoamine oxydase. Une dépression avec anxiété ou agitation justifie l'emploi d'antidépresseurs ayant une action anxiolytique. Anafranil, Laroxyl, Surmontil, Atimil, Prodiatène, Ludiomil. Mais la prescription parallèle de neuroleptiques sédatifs reste tout à fait utile. Un produit antihistaminique comme l'Atarax peut être également efficace. Les benzodiazépines peuvent être utilisées. La relaxation, technique qui permet de contrôler les émotions par la prise de conscience et la maîtrise des réactions physiques, est, dans cette forme clinique, particulièrement utile. L'état dépressif mineur justifie lui aussi un traitement antidépresseur qui sera prescrit en ambulatoire. La dépression du vieillard est souvent maltraitée parce que l'on craint, à juste titre, les effets secondaires des antidépresseurs tricycliques. Hypotension, accident vasculaire et surtout constipation. Cependant, en cas d'échec des antidépresseurs plus récents, il faudra savoir revenir aux antidépresseurs tricycliques. L'isolement, les handicaps physiques, les idées suicidaires fréquentes justifient dans cette forme clinique une approche psychothérapique particulièrement attentive. Étant donné les risques importants d'impulsivité et de gestes suicidaires chez l'adolescent, il est fondamental d'utiliser dans cette indication des antidépresseurs non toxiques. Par ailleurs, la nécessité de respecter les conditions d'un bon travail scolaire réduira la prescription des produits sédatifs. Des antidépresseurs récents et peu toxiques, tels que le Prozac, le Floxifral, le Stablon, le Deroxate, le Séropram, l'Ixel, l'Effexor, le Norset, seront ainsi conseillés en première intention. La pudeur et la timidité naturelle de l'adolescent rendront particulièrement utile une approche psychothérapique patiente et attentive à la recherche de quelques secrets jusque-là cachés. Les états dépressifs récidivants justifient une thérapeutique préventive particulière. Les états dépressifs récidivants justifient une thérapeutique préventive particulière. Quel que soit le rythme de retour des accès dépressifs, il est préférable de mettre en place un traitement thymorégulateur plutôt que de reprendre les antidépresseurs lors de chaque accès ou de laisser le patient en permanence sous antidépresseurs. Fin de la lecture du chapitre.